Bonjour, bon dimanche matin, bienvenue. Nous sommes à la deuxième journée du troisième forum annuel sur l'universalisme de la Cure. Et la thématique, nous le savons, c'est nos idéaux de justice et de vivre ensemble sont-ils sous tension? Alors, nous commençons ce matin avec une conférence intitulée « Oser l'universalisme contre le communautarisme ». Un simple rappel, s'il vous plaît. Donc, les appareils électroniques, s'il vous plaît, les mettre sous silence. C'est arrivé une fois hier durant une conférence que ça l'a sonné. Alors, on ne veut pas ça. Puis, je vous rappelle les issues de secours en arrière ou par où vous êtes rentrés. Il y en a une ici à gauche. À droite, n'allez pas dans le raccoin, c'est un cul-de-sac, sortez par la porte, et à gauche. Voilà pour ce qui est des rappels d'usage. Sans plus tarder, aujourd'hui, la conférence va être animée par Madame Françoise Ha, qui est membre de la Cure, et puis Françoise vit à Montréal depuis 13 ans. Détentrice de 2 maîtrises en littérature et en études littéraires. Elle a enseigné le français, la littérature française et le français langue seconde. Désormais professeure de francisation, Françoise est membre de la Cure afin de militer pour la laïcité, le vivre ensemble et l'universalisme au Québec. Accueillons Françoise Ha. Notre invitée ce matin, qui va être présente en ligne, donc Madame Nathalie Heineck, qui est sociologue émérite au CNRS, membre du CRAL, donc acronyme EHESS Paris, auteur d'une quarantaine d'ouvrages traduits en 15 langues. Elle a consacré ses travaux au statut d'artiste, aux identités, à l'épistémologie des sciences sociales et à la question des valeurs. Elle est également intervenue dans le débat public avec des essais portant notamment sur l'universalisme, la laïcité et les tensions contemporaines autour du militantisme. Alors, accueillons Madame Nathalie Heineck. Bonjour Nathalie Heineck, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien, merci. Ah, parfait. Donc, merci infiniment d'être avec nous. C'est un honneur pour la Cure de vous recevoir. Vous allez nous éclairer de vos lumières. Et voilà. Et on espère que ça va éclairer beaucoup de personnes, hein, pas juste nous, qui sommes convaincus. Donc, votre ouvrage « Oser l'universalisme contre le communautarisme » est extrêmement utile, selon nous. Et nous voulions justement vous en parler. Pour vous, l'universalisme est une visée, un idéal à faire advenir. Et le titre du recueil interpelle beaucoup parce que vous dites justement « oser l'universalisme ». Est-ce que c'est parce que ce n'est pas un choix normal ou naturel? Pourquoi le verbe « oser » ? Alors, c'est en fait une référence implicite pour ceux qui connaissent un petit peu la politique française contemporaine à un mouvement qui s'appelle Oser le féminisme. Ce mouvement me paraît incarner justement un dévoiement par rapport à l'universalisme parce que c'est un mouvement que l'on dit aussi néo-féministe, qui va dans le sens d'une affirmation systématique de tout ce qui relève du féminin, de l'idée que les femmes formeraient une communauté, que en tant que communauté, elles seraient forcément discriminées. Et c'est un discours qui a sa part de vérité, mais qui est aussi, à mon avis, très excessif et qui nous amène dans une posture d'adhésion à une forme de communautarisme que je rejette totalement. Donc, intituler ce livre Oser l'universalisme, c'était une façon implicite de me moquer de ce mouvement Oser le féminisme. Et surtout, il ne faut pas oublier le sous-titre du livre, c'est contre le communautarisme. Et donc, c'est justement contre cette déviation des idéaux progressistes dans un sens communautariste que j'ai décidé de rédiger cet ouvrage. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que quand le mouvement Oser le féminisme a commencé, ben, ils ont peut-être un peu trop osé. C'est ça, parce que vous dites, ils ont franchi une ligne d'aller vers le néo-féminisme.
Et finalement, c'était au détriment des femmes. Parce que ce qui est très intéressant dans votre ouvrage aussi, quand il y a 3 innovations idéologiques dont vous parlez, et vous dites, maintenant, vous ne dites plus féministe, mais antisexiste, parce que vous trouvez que le féminisme a été justement dévoyé. C'est-à-dire le Oui. terme lui-même, qui était extrêmement progressiste et revendicateur et courageux à l'époque, est devenu justement a été tiré de sa substance. Mais vous parlez de la politique identitariste qui combine, selon vous, 2 positions contradictoires, c'est-à-dire la passion de la différenciation et la passion de la distinction qui, selon vous, occulte le féminin. Donc, comment peut-on mettre en avant, comme vouloir imposer l'idée de féminin partout et en même temps l'occulter? Oui, bah c'est justement une des contradictions Mhm, constitutives de ce que j'appelle, avec d'autres, hein, le néo-féminisme, qui est oui. une réinterprétation communautariste de l'ancien féminisme que j'ai bien connu, puisque je suis féministe depuis très longtemps, qui est un féminisme universaliste et Mhm, qui essaye de viser l'égalité entre les sexes par la suspension de la différence des sexes dans les contextes où elle n'est pas pertinente plutôt que par son affirmation dans tous les contextes. Or, le néo-féminisme essaye d'affirmer systématiquement le féminin, notamment par l'écriture inclusive ou la féminisation systématique des noms de fonctions, plutôt que d'utiliser cette arme de la neutralité qui me paraît une arme beaucoup plus efficace pour mhm, obtenir des formes d'égalité. Et ce néo-féminisme ne se retourne pas seulement contre les femmes, comme vous l'avez dit, mais il se mhm, retourne aussi contre nous tous, contre mhm, l'ensemble des humains, tout simplement parce qu'il induit une division constitutive fondamentale entre les hommes et les femmes qui se retrouveraient en position d'être des ennemis, d'être des adversaires dans un combat entre les dominants et les dominés, pour reprendre le vocabulaire classique aujourd'hui, au lieu d'être ensemble et de collaborer pour une meilleure justice sociale. Et donc, je pense que nous sommes tous victimes, hommes et femmes, de ce dévoiement du féminisme qu'est ce néo-féminisme qui enferme les femmes dans une position de victime systématique, victime de la domination, victime du patriarcat, etc., en utilisant des arguments qui sont en partie vrais, puisqu'il y a en effet de véritables effets de domination et de véritables effets du patriarcat, mais nous ne pouvons pas réduire entièrement notre statut, notre situation à ce patriarcat. C'est une réduction d'abord dommageable d'abord parce qu'elle nous empêche de penser la réalité des choses et dommageable aussi parce que, encore une fois, elle induit des types de relations entre hommes et femmes que je trouve absolument délétères et détestables. Loin de moi l'idée de considérer que tous les hommes seraient a priori des profiteurs du patriarcat, que tous les hommes seraient des violeurs en puissance, etc. Je trouve que c'est un discours totalement excessif et d'une extrême injustice. Et donc, je refuse qu'on enferme le féminisme dans cette conception communautariste. mhm. Et le néo-féminisme, justement, vous en parlez, ça fait partie les 3 parties de votre ouvrage. D'abord, vous parlez de l'identitarisme, le néo-féminisme et la cancel culture qu'on appelle la culture de l'annulation. Euh, et ce sont les 3 aspects. Il y en a d'autres, évidemment, mais c'est ce qui imprègne notre société. Et quand vous dites contre le communautarisme, est-ce que ce n'est pas... Parce que vous avez parlé aussi du wokisme. Vous avez parlé... le wokisme est-il un totalitarisme, justement? Et est-ce que ça aurait pu être parce que est-ce que le communautarisme n'est pas englobé, ne fait pas partie justement de toutes les batailles idéologiques du wokisme. Donc, Non, est-ce que mais c'est le wokisme qui est le plus dangereux? Est-ce que ce serait comme la forme exacerbée militante du communautarisme? alors, d'abord, je voudrais dissiper une confusion possible. Je mène un Mhm. combat contre le wokisme, mais au nom de la gauche, au nom des Ouais. idéaux de rationalité scientifique, de liberté d'expression et d'universalisme, qui sont de vieux idéaux de la gauche. Et donc, je ne le mène pas au nom des soi-disant valeurs de l'extrême droite, notamment américaine. Mhm. Bon. Donc, il faut que les choses soient claires de ce point de vue-là. Et le lien entre le wokisme et le communautarisme est absolument constitutif parce que
je définis le wokisme comme ce qui se passe au confluent du communautarisme et de l'obsession pour la domination ou la discrimination. Dès lors que vous avez une conception qui enferme les individus dans des communautés et que ces communautés sont entièrement définies par l'idée qu'elles seraient soit dominantes, soit dominées, vous avez le discours woke qui peut se décliner en toutes sortes de possibilités, que ce soit le néo-féminisme, l'intersectionnalité, le décolonialisme, la lutte contre l'homophobie, etc., qui sont des causes absolument légitimes dans le domaine civique, hein, dans le domaine politique. Je suis moi-même engagée contre toute forme de discrimination, mais qui deviennent absolument délétères lorsqu'elles s'enferment dans ce discours communautariste qui réduit les gens à des représentants de communautés qui auraient des droits en tant qu'ils représentent ces communautés. Et là, je voudrais faire un petit point de définition sur la notion de communautarisme, hein. Vous savez que dans la conception universaliste, notamment française, de la citoyenneté, on ne peut pas revendiquer des droits en tant qu'on appartiendrait à une communauté quelle qu'elle soit. On ne peut revendiquer de droits qu'en tant qu'on appartient à la nation, en tant que citoyen, voire au genre humain, hein, en ce qui concerne les droits de l'homme. Mais les appartenances communautaires que nous avons en tant que nous serions une femme de telle couleur de peau, de telle religion, de telle origine sociale ou géographique, ces appartenances existent, on ne les nie pas, mais elles ne confèrent aucun droit, hein. Ça, c'est vraiment la définition universaliste issue de la Révolution française et portée par les droits de l'homme. Face à cette conception, on a une conception nord-américaine extrêmement familière au Québec et au Canada et aux États-Unis, qui consiste à considérer que les individus sont des représentants des communautés auxquelles ils appartiennent, que ce soit des communautés ethniques, religieuses, etc., et que c'est à ce titre-là qu'ils peuvent réclamer des droits. Or, voilà, on a donc deux conceptions absolument antinomiques, chacune a sa logique, mais moi je suis fervente défenseur de la conception française et européenne, donc issue de la tradition des Lumières, disons. Voilà. Et c'est à ce titre-là que j'estime que le communautarisme est un danger pour la cohésion et pour la liberté, donc pour la fraternité, hein, pour la liberté des individus de ne pas être réduits à une dimension identitaire, quels que soient les contextes. Moi, je veux pouvoir me présenter comme femme si je le veux, mais aussi comme chercheur en sciences sociales ou comme française ou comme toute autre chose, bon, selon les contextes. Et donc, il y a un respect de la liberté des individus, il y a un respect de la fraternité et il y a aussi un respect de l'égalité parce que le communautarisme va à l'encontre de l'idéal d'égalité puisque l'égalité ne peut plus se faire entre représentants de communautés, elle ne peut se faire qu'à l'intérieur des communautés, hein. On ne peut plus avoir de conception universellement égalitaire. On ne peut plus dire les hommes naissent libres et égaux en droit dès lors que ces hommes sont définis par l'appartenance à une communauté. Et donc ces trois grandes devises, trois grandes valeurs de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, sont impactées, sont rendues problématiques par la conception communautariste. Et c'est pour ça que je milite en faveur de l'universalisme. Et c'est la raison pour laquelle votre discours trouve tellement d'écho au Québec, parce que nous menons le même combat. C'est-à-dire le Québec n'est pas homogène, et la France Oui, non plus, mais il y a une part absolument, absolument. universaliste du Ouais. Québec qui aspire, c'est peut-être le côté gaulois, on parle de Oui. nous comme des Gaulois Ouais. paillards, etc. Mais bon, mais c'est l'idée Et c'est- que le Québec mène le combat aussi universaliste pour la laïcité, pour oui. l'égalité des hommes et des femmes, par exemple. Mais aussi, je voudrais revenir sur votre précision. Vous avez précisé que vous menez le combat à partir de la gauche, parce que cela voudrait dire, parce que vous militez contre aussi les simplifications à outrance, parce que vous dites que dans l'esprit des gens, quand on est anti-wokiste, anti-communautariste, c'est qu'on est trumpiste. Donc, vous refusez évidemment d'être associé à la droite Complètement. ou à l'extrême droite, mais vous êtes aussi très critique de la gauche, parce que la gauche, vous D'une dites, a certaine gauche. trahi. Ah D'une oui, une d'une certaine certaine gauche qui a peut-être été dévoyée aussi, Absolument. comme le communautarisme
comme par exemple, quand on pense à la France insoumise, vous parliez de Jean-Luc Mélenchon, qui était un républicain laïcard, qui est Oui. devenu passionnément antisémite Et euh, communautariste. et communautariste pour le clientélisme, etc. Mais malgré cela, comment faites-vous pour demeurer fidèle à la gauche? Eh ben, Parce je que fais ce que c'est je vrai suis que en c'est une train de partie de faire. la gauche, mais on a l'impression que cette partie-là n'existe plus ou Oui, est elle existe occultée. encore. Elle est, vous, mais vous avez raison de penser qu'elle est occultée parce que c'est vrai que Mhm, la gauche radicale, euh, communautariste, anti-laïque, voire antisémite telle qu'elle s'est développée ces dernières années en France, a tendance à crier très fort, à être très présente dans l'espace public et du même coup à occulter l'existence de ce qui reste heureusement très présent, c'est-à-dire une gauche républicaine, laïque, attachée à l'universalisme, qui est représentée, disons, par la gauche social-démocrate réformiste. Alors, je ne vais pas citer de nom de parti parce que ces partis sont eux-mêmes clivés. Bon, mais on a un énorme clivage qui fait qu'aujourd'hui, en France, on ne peut plus parler de la gauche. On a au moins deux gauches. C'est ce que j'explique dans un ouvrage récent qui s'intitule Penser contre son camp, itinéraire politique d'une intellectuelle de gauche, que j'ai publié chez Gallimard il y a un an et où j'essaye de faire le bilan de tous ces combats que j'ai menés depuis 25 ans pour cette conception-là d'une gauche qui ne ressemble en rien à ce qu'on essaye de nous faire passer comme un discours de gauche aujourd'hui et qui est malheureusement très présent dans la mouvance woke, directement issue des États-Unis, directement issue d'un monde multiculturaliste qui ne comprend pas tout simplement ce que c'est que l'universalisme et qui ne mhm, comprend pas notamment ce qu'est la laïcité telle que nous essayons de la faire vivre en France, à savoir une déclinaison de l'universalisme au sens où elle réside dans la suspension des croyances, non pas que les gens ne devraient plus croire, mais qu'il y a des contextes où la croyance n'a pas à définir leur identité et cette laïcité est vraiment met en avant la question de la liberté de conscience, d'où le fait que on interdise aux enfants à l'école d'arborer des signes d'appartenance religieuse parce que l'école est justement le lieu où ils apprennent à devenir des citoyens libres de toute autre appartenance que leur propre liberté de conscience. Bon. Et ça, cette conception républicaine de la laïcité, elle est extrêmement combattue aujourd'hui en France par des gens qui essayent d'importer la conception nord-américaine, en tout cas la conception venue des États-Unis, d'une laïcité réduite à simplement la tolérance entre religions, la coexistence pacifique des religions et la tolérance envers les minorités religieuses. Ça n'est pas du tout la conception universaliste de la laïcité, puisque elle, là encore, elle réduit les gens à des appartenances à des communautés religieuses, alors que nous, républicains, essayons au contraire d'aider les gens à se penser au-delà de ces appartenances dans les contextes où ils ont à se définir comme des membres de la communauté nationale, donc de la nation ou de l'espèce humaine, mais pas en fonction de communautés restreintes. ok. Donc, on salue votre courage politique, votre courage républicain, le fait que vous soyez fidèle à la gauche, mais vous critiquez beaucoup l'extrême gauche, justement les Oui. versions dévoyées de la gauche et de l'extrême gauche, mais on vous entend moins sur l'extrême droite. Est-ce que c'est parce que les gens sont plus au fait des mécanismes de l'extrême droite ou vous pensez qu'ils sont moins dangereux? Non, c'est pas pour ça, c'est parce que je m'adresse d'abord à mon camp. Ouais. Voyez, Mhm. j'essaye de faire en sorte que les gens progressistes qui s'opposent aux discriminations, qui sont pour l'égalité des droits, etc., pour les droits sociaux, enfin, bon, de grandes causes, disons, de la gauche progressiste, comprennent que le wokisme n'est pas une position de gauche. C'est une position, encore une fois, extrêmement réductrice et dangereuse pour les combats que nous menons en faveur de l'universalisme et en fonction de la liberté, de l'égalité, de la liberté de conscience, de la liberté d'expression. Vous avez mentionné la cancel culture, qui est
une invention typiquement nord-américaine, née du fait que le premier amendement de la Constitution américaine, et je crois que c'est pareil au Canada, interdit à l'État de passer des lois allant à l'encontre de la liberté d'expression, ce qui oblige ceux qui voudraient s'opposer à certaines paroles considérées comme illégitimes à les contrer par l'interdiction, par des formes de censure sauvage, hein, en interdisant aux gens de parler, alors qu'en France, nous avons la chance d'avoir des lois qui encadrent a priori la liberté d'expression et qui font que si certaines prises de parole sont considérées comme racistes, incitant à la haine, sexistes, insultantes, diffamatoires, etc., elles sont d'emblée punies par la loi et ça n'est pas aux militants de faire la loi à la place des lois républicaines. Donc là, on a vraiment deux conceptions absolument différentes de la liberté d'expression et la cancel culture est vraiment la conséquence de cette incapacité nord-américaine à réguler les prises de parole par la loi et du coup les laisse à l'initiative sauvage, hein, des militants. Et c'est cette cancel culture qui a été introduite en France avec le mouvement woke et là encore, il me semble que c'est une atteinte, une très forte atteinte aux libertés. Justement, quand vous parlez des militantismes qui se radicalisent, ça fait penser à ce que vous aviez dit, vous avez repris un terme de Gilles Kepel, qui est un Oui. politologue très connu. Quand il parlait de djihadisme d'atmosphère, vous parlez de totalitarisme d'atmosphère en évoquant le stalinisme, c'est-à-dire que les militants sont là pour décider qui est bon, qui est mauvais. De toute façon, c'est le symptôme, c'est un des symptômes de toute la mouvance woke qui décide qui est bon, qui est mauvais, qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Ouais. Donc il y a une espèce et vous parlez aussi du silence de la peur de Milan Ouais. Kundera. C'est-à-dire les gens ont peur, voilà, on a peur, c'est de la lâcheté ou de la on se tait, alors que pendant Oui. ce temps-là, les militants prennent plus de place, ils infiltrent. Vous avez dit qu'ils infiltrent l'université. Vous avez dit ce que le Ah, tout à militantisme fait fait. à la recherche est Oui, terrible. Donc, c'est terrible. Alors, absolument, quand j'ai mais eux, ils utilisé ont le, intérêt à oui, faire oui, ça. oui, oui, absolument. Quand j'ai utilisé le mot totalitarisme Mhm, à propos du wokisme, on m'a beaucoup reproché de mhm, prétendre que nous vivrions dans un régime totalitaire comme du temps du fascisme ou du nazisme ou du stalinisme, ce que je n'ai jamais prétendu évidemment. Heureusement, nous n'en sommes pas là. J'ai parlé de totalitarisme d'atmosphère, hein, donc sur le modèle du djihadisme d'atmosphère dont parlait Gilles Kepel, pour dire que simplement, il y a une mentalité totalitaire sans laquelle les gens n'accepteraient pas que l'on atteinte à ce point à la liberté d'expression et que on atteinte à ce point à l'autonomie de la science en introduisant à l'université des objectifs et des propositions qui relèvent du monde politique, du monde civique et qui sont légitimes dans le monde politique, mais qui n'ont pas leur place, me semble-t-il, à l'université. Et donc on a vraiment, sans la mentalité totalitaire, les totalitarismes n'auraient jamais pu subsister. On a exactement ce qui s'est passé en France et dans la plupart des pays européens autour de la Seconde Guerre mondiale, notamment après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire la diffusion de cette mentalité stalinienne, qui était une mentalité totalitaire, notamment autour des partis communistes, qui n'était bien évidemment pas le totalitarisme soviétique, puisque les communistes n'avaient pas le pouvoir, mais qui considérait plus ou moins implicitement qu'il était normal de mettre quelqu'un au goulag pour ses idées, dès lors que ses idées iraient à l'encontre des intérêts du prolétariat, qu'il était normal de pipoter, de dévoyer les résultats scientifiques pour les faire coller avec une cause politique. Tout ça, ce sont des formes de totalitarisme qui ont été entretenues autour du stalinisme. Il y a donc au moins deux générations, voire trois, et que l'on retrouve aujourd'hui dans les campus avec la jeune génération qui, dans une ignorance totale de ce dans quoi elle met les pieds, reproduit à l'identique l'obscurantisme et cette forme de totalitarisme diffus qu'on a connu avec le stalinisme. Justement, donc on voit votre constat qui est alarmant. Certains vous reprochent d'être alarmiste. C'est toujours ce qu'on reproche aux lanceurs d'alerte, hein. C'est-à-dire, oui, on crie au loup et tout, mais
vous le précisez à un moment, c'est-à-dire que pour le moment, ces mouvements sont circonscrits. Par exemple, le militantisme dans la recherche est circonscrit à l'université, les gens n'en ont aucune idée. Quand vous en parlez, on peut vous traiter de xénophobe, de réactionnaire, de toutes sortes de mots invraisemblables. Qui Comment permet de ne pas prenez... penser, qui permet Ah oui, d'éviter ça. Oui, ben, c'est un moyen de vous intimider, alors que vous absolument. vous inquiétez pour votre camp, vous dites que vous vous adressez à votre camp. Mais quand vous parlez de l'aveuglement de la gauche, c'est quand même intéressant de voir parce que quand vous décrivez, par exemple, l'effet d'hystérésis qui a été décrit par Bourdieu, et vous allez me corriger si j'ai mal compris, mais ce que j'ai compris, c'est, lui, il a défini la dissymétrie d'un comportement. C'est-à-dire, c'est le fait d'observer une situation, même si la situation évolue et change, le regard qu'on porte sur son comportement ne change pas. Donc la gauche a trouvé, après, on accuse beaucoup la gauche d'avoir abandonné les ouvriers Mhm. et de s'être trouvé une niche là, voilà, c'est-à-dire on a trouvé nos nouveaux damnés de la terre là. Ce sont les immigrés musulmans, ce sont des pauvres exploités et ils n'ont pas vu ou ils refusent de voir l'islamisme. Donc Exactement. c'est là l'aveuglement. Mais on peut leur reprocher le clientélisme, on peut leur reprocher la cupidité, l'ambition politique, etc. Mais que dire de l'électorat de gauche? Est-ce que eux aussi, c'est l'effet d'hystérésis qui fait qu'ils ne voient pas Alors, cette en réalité? partie, il y a une Eh partie de oui, l'électorat qui se laisse impressionner oui, par cette idée que, il y aurait une sorte de constante hein, dans le fait mm, qu'il faut défendre les dominés, les plus pauvres, les exploités, et que les exploités aujourd'hui seraient non plus les ouvriers traditionnels comme il y a 2 générations, mais les immigrés ou enfants d'immigrés, mais qui du même coup refusent de voir que ces populations issues de l'immigration ont été très largement investies depuis au moins une génération par les islamistes. Bon, et ça, c'est en effet une sorte d'immobilisme mental qui fait qu'on s'en tient à la situation, disons, du moment d'après la guerre d'Algérie, hein, des années mhm, 60-70, sans voir que depuis au moins les années 90, les choses ont énormément changé de ce point de vue-là. C'est la même chose avec les féministes qui s'en ouais, tiennent au discours que l'on tenait à très juste titre du temps où il fallait conquérir les droits des femmes, le droit à la contraception et à l'avortement, le droit à l'égalité salariale, le droit à l'autorité familiale, etc., etc., toutes sortes de droits qui ont été conquis et une partie des néo-féministes, notamment les jeunes, qui ignorent totalement l'histoire de la conquête de ces droits, continuent à faire comme si il fallait encore les conquérir. Bon, or, si ces droits doivent être conquis, c'est pas dans nos pays, c'est dans les pays issus de ce qu'on appelait le tiers-monde, et notamment dans les pays de culture musulmane, où les femmes sont systématiquement infériorisées, dévalorisées, bâchées dans des voiles invraisemblables. Et donc, c'est étrange, l'aveuglement de nos jeunes néo-féministes qui continuent à crier au patriarcat alors que dans nos pays, disons, qui continue à exister, mais de façon assez modérée par rapport à ce qu'il a été, ne serait-ce qu'il y a 1 ou 2 générations, mais qui ne veulent pas voir les effets absolument énormes de ce patriarcat dans des pays tenus par une culture, de par la culture musulmane. mhm. Mais vous parlez d'aveuglement, c'est sûr, mais il y en a aussi des idéologues ou ceux qui profitent. Hier, on a eu un invité qui a grandi en France, qui nous a parlé d'SOS Racisme, où il a constaté la marchandisation du racisme. C'est-à-dire que ces gens-là qui prétendent mettre fin au racisme, finalement, ils avaient intérêt à ce que cela continue. Parce que vous le dites, que les extrêmes se nourrissent mutuellement. Oui, absolument. L'extrême droite profite de l'extrême gauche et vice-versa. Donc, il y a quand même plusieurs groupes, mouvances ou militants qui tirent profit, qui ont intérêt à maintenir les dominés et les victimes dans leur schéma mortifère et Oui. ils ne veulent pas finalement que ces personnes se libèrent. Ben, on voit en tout cas aujourd'hui le renforcement mutuel de l'extrême Mm. droite et de l'extrême gauche, c'est absolument Mhm. évident, on le Oui, voit oui. à tous les moments. Et Mhm. c'est vrai que quand on tient sa position d'un discours disons, de systématisation d'une
d'une position à la fois accusatoire et victimaire, hein. Il y aurait, le monde Mhm. se diviserait entre les bourreaux et les victimes, et on serait là en tant que défenseur des victimes et accusateur des bourreaux. C'est une position extrêmement confortable que certains, dont certains font leur fonds de commerce. Bon, et c'est vrai que ça, ils sont très contents que ça continue. Et je voulais juste revenir sur cette histoire de totalitarisme. Je sais que votre collègue Francis Dupuy-Derry Mhm. ricane quand on parle du totalitarisme woke parce qu'il dit mais on n'a jamais vu de professeur en prison parce que Oui. il professerait Mhm. des prises de position anti-woke. Certes, mais parce qu'il pousse à la caricature une position qui évidemment n'est pas du tout la nôtre, qui est une position qui consiste à dénoncer des processus insidieux, une Mhm. autocensure qui fait que les gens n'osent pas parler parce qu'ils ont peur de Mhm. se faire mettre à l'écart, ils ont peur pour leur carrière, etc. Et donc, il ne faut pas caricaturer les choses. Il y a bien un totalitarisme d'atmosphère et ceux qui, comme Dupuy-Derry, qualifient cette mise en garde de panique morale, sont les complices objectifs de ce totalitarisme d'atmosphère. Mhm. Vous êtes très poli parce qu'il y en a de votre camp qui les qualifient d'idiots utiles de la Oui, gauche. Ouais, ça, j'ose c'est pas des idiots dire, utiles aussi. mais On est d'accord. je On m'en en a range besoin. pas moi. Mais vous êtes très respectueuse et prudente aussi peut-être. Mais au Canada, le problème ici, nous luttons contre une machine étatique énorme. C'est-à-dire, au Canada, le Parti libéral est au pouvoir et l'idéologie woke est imposée dans les établissements et les Mm. universités à travers des subventions fédérales qui favorisent les minorités. C'est-à-dire que les professeurs, s'ils ne sont pas capables de prouver qu'il y a tel quota d'étudiants, parce que c'est ça, l'obsession, c'est de les petites cases, là, les blancs, les noirs, les machins, etc. Mais en France, on comprend pas comment, parce que le Parti socialiste, est-ce que le Parti socialiste, quand il était au pouvoir, a essayé ça? Est-ce que le militantisme seul a pu infiltrer les universités? Alors, en effet, les universités sont profondément infiltrées par ce courant Mhm. woke, mais ce courant woke n'est arrivé en France qu'à la toute fin des années 2010. Nous, on l'a vu arriver non, vers 2018-2019, vous voyez. Mhm. D'ailleurs, quand j'ai écrit Oser l'universalisme, on ne parlait pas encore de wokisme, hein. Je crois que le mot figure à peine dans mon livre. Non. Donc, il est arrivé très, très rapidement. Et il y a encore des gens, quand je fais des conférences là-dessus, qui me disent, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire wokisme, hein. Bon, donc, c'est pas, c'est très récent comme Mhm. mouvement. Ben, on aurait préféré ne pas le savoir non plus, Voilà, mais voilà, voilà, voilà. Mais en effet, je crois que certains partis politiques sont très mal à l'aise avec ça. Pourquoi? Parce qu'il y oui. a un chantage implicite, notamment envers le Parti socialiste, qui consiste à dire, si vous dénoncez le wokisme, c'est que vous êtes d'extrême droite, voyez? Et cela Mhm. empêche absolument tout débat. C'est ce que j'appelle dans Penser contre son camp le campisme, c'est-à-dire la tendance à réduire toute position à un camp politique avant même de se demander si elle est légitime ou avant même de s'interroger sur les valeurs qu'elle défend. Et moi, ce que je dis, c'est que notre premier réflexe ne doit pas être de se demander si dire ça, c'est être de droite ou être de gauche. Ça doit être de nous demander quelles valeurs cela permet de défendre et est-ce que c'est légitime ou pas de défendre ces valeurs. Et voilà, donc moi, c'est un petit peu comme ça que je me suis retrouvée non pas en marge de mon camp, mais en marge d'une partie de mon camp qui me considère Mhm. étant une Ben, nous grenouille. saluons à nouveau votre courage parce que c'est vous-même, Nathalie Hennig, si je peux me permettre de parler de votre histoire dont vous avez parlé dans deux ouvrages, notamment Une histoire de France. Vous venez d'une famille mais naturalisée depuis longtemps, assimilée, intégrée, il n'y a eu aucun problème, malgré la trahison de la France pendant la collaboration. Mais que pensez-vous aujourd'hui du cas de plusieurs immigrés? Hier, on a parlé des immigrés de deuxième, de troisième génération, nés Ouais, ici ou de parents immigrés, qui refusent obstinément l'intégration, qui l'intégration. envisagent cela comme une trahison par Ouais, rapport à leur communauté d'origine. ouais. Co- Je pense que que pensez-vous? je pense que d'abord, c'est une question absolument tragique qu'il faut prendre au Mhm. sérieux parce que ça rend les gens extrêmement malheureux.
que par ailleurs, c'est une conséquence de l'esprit communautariste. Parce que dès lors que vous vous enfermez dans l'idée que votre définition dépend d'une communauté, Mhm. quelle que ce soit celle des autochtones, que ce soit Mhm. celle, peu importe, à Mhm. ce moment-là, Mhm. vous ne pouvez pas être d'une autre communauté. Donc vous êtes obligé de vous définir unilatéralement, d'où d'ailleurs l'invention du concept d'intersectionnalité qui permet de résoudre Mhm. ce problème absurde Ouais. de quelle communauté est-ce que je suis. Or, en France, nous avons la chance d'avoir un modèle d'intégration qui a extrêmement bien réussi et qui est ce qu'on appelle l'israélitisme pour les juifs, c'est-à-dire Mhm. le fait de ne pas abandonner son identité juive et de ne pas abandonner sa religion, mais de ne Mhm. l'exercer que dans le cadre privé, de ne pas en faire son identité de citoyen et dans le cadre civique, de respecter absolument la République française, la laïcité, la foi dans la citoyenneté républicaine. Et ça, c'est un modèle d'intégration qui a été formidable, puisqu'il a permis, depuis l'émancipation des Juifs au début du 19e siècle, de Mhm. produire des générations de Juifs à la fois très attachés à leur identité juive et très attachés à la France et à leur identité de Mhm. citoyen français. Et je pense Mhm. que si aujourd'hui, ceux qui sont les plus exposés à ces problèmes de tensions identitaires liées à l'immigration, à savoir les musulmans issus de l'immigration nord-africaine ou africaine, s'ils avaient en tête ce modèle-là, s'ils n'étaient pas complètement manipulés par les islamistes, eh bien, ils trouveraient des solutions très simples à ce problème et ils Mhm. accepteraient qu'ils n'ont pas à abandonner leur religion pour être français et qui n'ont pas non Mhm. plus à abandonner leur identité française pour garder leur religion. C'est tout. Mais simplement, C'est, ils sont manipulés ouais, par des fanatiques religieux qui veulent ouais. leur persuader que, ils ne sont Mhm. que musulmans et c'est tout. C'est vraiment intéressant que vous parliez justement de cette technique de survie, parce que là, on se demande si cette technique de survie n'est pas adoptée par les nouveaux immigrants, c'est-à-dire c'est quelle forme de civilisation on peut aspirer à quel genre d'intégration par ceux qui résistent, parce que votre histoire à vous est extraordinaire, si je peux mentionner à nouveau. Votre père est d'origine ukrainienne, votre mère est alsacienne, et vous avez dit vous sentir juive avec les non-juifs et non-juive avec les juifs. Mais est-ce que c'est l'universalisme qui vous a permis de vous abstraire de ces choix identitaires impossibles? Parce que on parle d'eau mêlée, vous avez parlé des eaux mêlées, vous avez Oui, parlé, oui, c'est le c'est-à-dire titre à un d'un livre moment dont on ne on va peut parler. plus choisir, c'est impossible. Mais en choisissant, est-ce que c'est l'universalisme qui va au-delà de ça et qui permet finalement à beaucoup de personnes de Oui, s'en moi échapper? je dirais plutôt que c'est Ouais. l'universalisme est la conséquence d'une position identitaire complexe, Mhm. puisque mon père est Mhm. juif d'origine ukrainienne et ma mère est d'une famille protestante alsacienne. Donc je suis issue de deux minorités en France, hein, ce sont vraiment deux Mhm. minorités. Et j'ai été élevée dans l'athéisme le plus total, ce qui me fait dire que j'ai la chance de ne pas avoir de religion. Mhm. Et donc, j'ai toujours été dans l'incapacité, quoi qu'il arrive, de m'identifier à une communauté, et ça me va très bien. Et je pense que c'est cette sorte de plasticité identitaire qui m'a donné ce goût pour le confort extraordinaire que nous donne l'universalisme, c'est-à-dire le fait de ne pas s'obliger à se sentir assigné, à une communauté. Mhm. Mais c'est vraiment étrange que ceux qui restent obstinément attachés à une identité soient considérés par certains qui les encouragent à prendre cette voie. Ils les prennent et ils considèrent comme des résistants. C'est-à-dire, ah, tu résistes à l'assimilation, à l'intégration, c'est très bien parce qu'on veut t'obliger à être comme les autres. Tu ne seras jamais comme les autres. Alors, autant rester qui tu es. Alors, est-ce qu'on, On a un petit oui. problème de connexion. Oui, Ah, je crois qu'il y a d'accord. un petit problème de connexion. Est-ce Oui, que vous mais voulez, c'est correct? Est-ce que ça va, c'est ça? Oui. c'est Est-ce que vous avez rétabli, entendu c'est ma rétabli. question ou je la répète? Je parlais des gens qui restent bloqués sur leur identité et c'est ça, On- les gens les je- maintiennent dans cette obstination. Est-ce que vous pouvez, Oui. je crois que la connexion est rétablie, est-ce que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Ah oui, pardon. Donc,
Mais en fait, on parlait, votre cas est extraordinaire, on disait. Ben, ça a été une chance pour vous, finalement, vous avez été élevé dans l'athéisme, vous dites. Oui, mais aussi, de nos jours, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Hier, on parlait des jeunes qui considéraient que c'était qui devait pas se rabaisser à ressembler aux gens du pays d'accueil. Et nous, ça nous a choqués profondément. Et parce que on disait, ils veulent pas s'identifier aux Québécois parce que les Québécois sont minoritaires au Canada. Donc le Québec aussi est dans une position très étrange dans le Canada qui est majoritairement anglais. Au Québec, on s'attache aux Français. Il y a énormément d'immigrés qui ne comprennent absolument pas la raison d'être du français, qui auraient aimé que le français disparaisse. Est-ce qu'on peut être universaliste mais en même temps défendre une identité nationale et une langue historique? Absolument. C'est ça qui est formidable avec l'universalisme, c'est que c'est une visée, c'est une valeur qui consiste à considérer que nous devons considérer les autres comme nos égaux, que nous devons considérer que tous les citoyens sont libres, etc. Donc c'est vraiment une valeur et une visée, mais ça ne nie absolument pas l'existence d'attachements effectifs. Nous avons nos attachements à notre langue, à notre pays, à notre région, à notre ville d'origine, éventuellement à notre religion, etc. Bon, à notre famille, bien sûr. Et ces attachements-là ne nous empêchent absolument pas de nous sentir par ailleurs solidaires, fraternels, avec des gens qui ont d'autres attachements. Il n'y a aucune contradiction entre les deux. Et ceux qui voudraient nous faire opter pour une identité contre une autre identité sont des gens qui ont un discours extraordinairement négatif et problématique et contre lequel il faut absolument se poser. Mais on peut dire que il y a des gens qui sont inquiets et ça on ne peut pas les empêcher parce qu'ils voient, ils entendent des faits absolument préoccupants. Et vous parlez d'un cas d'une tribune qui a été signée par une centaine d'intellectuels dans le Figaro en 2018 en France pour alerter sur les dangers du séparatisme islamiste. Et on est parlé de risque de guerre civile. Alors, que vous le croyez ou pas, on est malheureux d'essayer de vous convaincre de ça. Au Québec, il y a la même crainte. Donc, est-ce que vous Oui. pensez que ça a empiré depuis 2018 en France? Je peux vous dire qu'en Belgique aussi. Hein, Oui. À Londres aussi, oui. c'est très problématique. Oui. On a une montée très très forte de l'islamisme dans tous les pays européens et notamment dans les pays qu'on a mentionnés, que certains ne veulent pas voir et qui traitent les lanceurs d'alerte de racistes, hein, ce qui est absolument dégueulasse parce que moi j'ai toujours été antiraciste et je ne supporte pas qu'on me traite de raciste. Par ailleurs, ne pas accepter qu'une religion veuille s'imposer dans l'espace public, ça n'a rien à voir avec le racisme parce qu'une religion n'est pas une race. C'est un choix, hein, c'est un choix de croyance, mais c'est tout. Et donc, traiter ceux qui alertent contre l'islamisme de raciste, c'est vraiment d'une lâcheté et d'une fausseté révoltante. Je suis absolument vent debout contre ça. Et je pense que nous devons lutter contre l'islamisme. Et j'ai pas dit l'islam, hein, c'est pas la religion qui est problématique, ce sont les usages politiques de cette religion, notamment les usages encouragés par les frères musulmans. Nous devons lutter contre cela au nom justement de ces valeurs universalistes que sont le sentiment d'appartenance à une collectivité plus large que une collectivité religieuse et au nom de l'universalité des droits. C'est fondamental. Et notamment aussi au nom de l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est quand même insupportable de voir des soi-disant féministes pleurnicher contre l'interdiction du port du voile au nom de la liberté des femmes, alors que le port du voile est une manifestation en acte d'une déclaration d'infériorité des femmes. C'est quand même stupéfiant. Voilà, Mais donc je suis assez en colère, comme vous voyez. absolument. Mais en France, il y a des lois, notamment concernant la laïcité dans l'espace public. Là, à ce moment-là, ce serait peut-être plus du laïcisme. Et le Québec s'est inspiré de ces lois pour écrire, pour créer des lois pour assurer la laïcité. Mais ces lois sont contestées au niveau fédéral.
Donc ça, c'est ça le problème, c'est que Mais vous le savez, c'est pareil fédéral, en France. ah Oui. oui, oui, Et c'est pareil en c'est, France aujourd'hui parce mhm, que les anti-laïcs, qui sont mhm, en général des militants religieux épaulés par la France insoumise qui les utilise pour des projets électoraux, hein, tout simplement. Bon, mhm, mhm, euh, voudrait refuser la laïcité pour imposer, encore une fois, des manifestations religieuses. Alors, il ne s'agit pas de l'espace public en France, puisque dans l'espace mhm, public, on a parfaitement le droit mhm, d'afficher des signes d'appartenance religieuse. Il s'agit de ce que j'appelle plutôt les espaces civiques, c'est-à-dire oui, les où on apprend aux enfants à devenir des citoyens, et les lieux symbolisant la République, par exemple les mairies, les prétoires, la justice, etc., sont des lieux où on n'a pas le droit d'afficher une appartenance communautaire de type religieux. Voilà. De même qu'on n'a d'ailleurs pas le droit d'y afficher une prise de position politique. Donc il faut vraiment différencier, hein, c'est pas l'espace mhm, public qui est en jeu, mhm. c'est l'espace civique, et je pense que c'est extrêmement important de maintenir cette différence. Notamment, ben, au Québec, justement, il y a eu beaucoup de polémiques, il y a une énorme polémique autour de l'interdiction des prières de rue Oui. par justement l'occupation de l'espace public par des prosélytes ou des provocateurs, ou etc. Ça a On donné a, lieu à... oui, on a Ouais. on a le même Mhm, problème en France. Moi, je mhm, milite au sein d'une association qui s'appelle Unité laïque et dont le mhm, site produit toutes sortes de textes très intéressants pour analyser ce qui se passe et pour donner, disons, la version juste, hein, la version de mhm, laïcité telle que nous essayons de la promouvoir, c'est-à-dire la promotion de la liberté de conscience, hein, et non pas de la mhm, tolérance religieuse. Bon, et donc voilà, je vous incite à aller sur le site de Unité laïque. mhm, Euh, voilà, donc je pense que le combat pour la laïcité est un des points absolument fondamentaux de ce combat pour mhm, l'universalisme, hein, puisque mhm, cette idée que nous devons, dans certains contextes, suspendre nos appartenances, et notamment nos appartenances religieuses, pour mettre en avant ce qui nous rassemble et non pas ce qui nous mhm, différencie. Cette idée-là mhm, est au fondement de l'universalisme, elle est aussi au fondement de la mhm. laïcité. Et c'est la raison pour laquelle nous nous battons avec autant de conviction, autant d'énergie. Mais justement, quand on parle des opposants politiques, vous parlez des LFI, etc. Mais nous avons notre gauche aussi on aura une discussion sur la gauche la plus stupide du monde, hein. C'est un moment, il y avait la question, Oui. Il y a un concours, il y a un il y a un concours. concours, on ne sait pas qui va gagner, mais on a de grandes chances. Donc, il y a la diabolisation. C'est, parce que nous, quand nous sommes raisonnables, nous respectons nos opposants. Mais c'est quand même attristant et affligeant de C'est pas, c'est, constater. c'est pas réciproque parce que Oh oui, nos opposants oui, voilà. manifestent un irrespect absolu envers nous, Oui, notamment en nous traitant pour de mm, fascistes, de oui, réacs, etc., oui. ce qui est absolument Xénophobe, xénophobe, homophobe, islamophobe, tout. toutes les Oui, bon. phobies qui passent, voilà. Et Mhm, c'est vraiment des mauvais joueurs, quoi. C'est vraiment de la mhm, parce qu'ils mhm, nous enferment dans une identité politique qui n'est absolument pas la nôtre. Tout ça parce qu'ils veulent refuser le débat. Parce que s'ils mhm. se mettent à débattre, ils auront le dessous. Bah oui, c'est ça, parce qu'ils savent, ils sont pas si stupides que ça qu'on veut le faire croire, là. C'est pas possible, sinon. Je dis, ben, ils refusent le débat. Ça me fait penser, ça, c'est vraiment mythique. Le reproche que Valéry Giscard d'Estaing avait fait à Mitterrand en lui disant, vous n'avez pas le monopole du cœur. Alors qu'on croit que le cœur est toujours dans le camp de la gauche, quoi qu'il advienne. C'est fou comme cela reste imprégné dans l'esprit Oui. collectif et on ne veut pas. On dénie à la droite, au conservatisme ou même au centre droit d'avoir un cœur. Absolument. C'est Mais quand moi, même... je dis à nos opposants, vous n'avez pas le monopole du cœur. C'est la gauche radicale qui n'a pas le monopole du cœur, en l'occurrence. Et c'est la raison pour Oui. laquelle on me reproche quelquefois de ne pas assez parler de l'extrême droite. Mais quand on Mhm. est de gauche, le combat contre l'extrême droite, il va de soi. Bien évidemment qu'on est contre le Rassemblement national, contre toutes les formes de fascisme. Ce qui ne va pas de soi aujourd'hui, c'est de mettre en évidence qu'une partie de la gauche radicale, est en train de trahir Mhm.
les idéaux de la gauche. Et ça, il faut être à gauche pour le dire. Et c'est pour ça que Mhm. je concentre mon discours là-dessus. Mais c'est comme vous dites, ceux qui ne sont pas comme vous, ceux qui ne sont pas raisonnables, crient plus fort, ouais, ils hurlent Oui, carrément. Ce sont eux que les gens entendent, ce sont eux qui retiennent toute absolument. l'attention médiatique. Et Ouais. vous, quand vous parlez avec raison, on vous accuse, on vous lance quand même des anathèmes. Est-ce que ça vous arrive d'être découragé, de vous dire que le combat, c'est un combat ingrat et difficile? Alors, qu'il soit ingrat et difficile, je le sais tous les jours, c'est évident. Mais Mm. je ne me décourage pas pour une raison très simple, c'est que je reçois énormément de messages de soutien. Et ça, c'est Mhm. formidable. Parce que Mhm. bon, je ne vais pas sur les ragots sociaux, ce qui fait que ça m'évite d'avoir les insultes. Je ne reçois que des messages de gens qui me félicitent et qui me remercient, qui me disent Mhm. que je dis tout haut ce que, ils pensent tout bas. Bon. Et donc, je sais que je suis soutenue par énormément de gens qui ne prennent pas Mhm. forcément parole dans l'espace public, mais qui pensent comme moi. Et du coup, bah, ça m'encourage, au lieu de me décourager, ça m'encourage à Mhm. continuer. J'espère que vous avez gardé votre courage parce que la scène du Québec, nous sommes les lointains cousins des Français, donc nous observons la réalité politique et ce n'est pas du joyeux du tout. Bon, il y a certains commentateurs politiques français qui ont dit qu'il y a une possibilité qu'à la prochaine présidentielle, au premier tour, il y ait la gauche radicale, le LFI, et l'extrême droite, avec Jordan Bardella et Marine Le Pen. Là, est-ce que vous vous diriez, c'est perdu, c'est catastrophique, mais Alors c'est une là, possibilité. Oui. je vais vous répondre ce qu'a dit à ce propos Bernard Cazeneuve, qui est Mhm. l'ancien Premier ministre Oui. de François Hollande et qui est quelqu'un que j'admire énormément parce que il sait tenir une position réformiste, social-démocrate d'une grande dignité, même si elle n'est pas Mhm. très élevée d'aujourd'hui. Et il disait, je refuse de prendre en compte cette hypothèse d'un deuxième tour en France à l'élection présidentielle entre le Rassemblement national et la France insoumise. Il faut tout faire pour éviter ça. Et la façon d'éviter ça, c'est un rassemblement des modérés, des sociodémocrates, la gauche modérée, le centre, éventuellement la droite modérée s'il le faut, mais tout sauf ce choix absolument horrible entre deux extrémismes aussi délétères l'un que l'autre. Parce que ça me fait penser, quand vous parlez aux extrémistes, ça me fait penser aux rhinocéros de UNESCO. On ne sait même plus qui a une corne, qui a deux cornes, les rhinocéros d'Asie, les rhinocéros d'Afrique, alors que on ne peut plus les distinguer finalement, parce que UNESCO nous mettait en garde contre les totalitarismes, mais vous dites que c'est le climat social qui a engendré, et eux-mêmes, ils ont fait mousser, et comme pour tout ce chaos, pour en bénéficier eux-mêmes. Donc, si ça advient, malgré ce que dit Monsieur Cazeneuve, si cela advient, est-ce que les autres partis politiques aussi seraient responsables de ce désastre? Ben, oui, il y a une responsabilité partagée par tous ceux qui préfèrent jouer Mhm. partout plutôt que de s'allier avec Mhm. des partis qui ne sont pas exactement de leur bord. Bon, mais à ce jeu-là, tout le monde perd. Tout le monde perd. Il y a un moment où il faudra choisir une alliance des modérés contre les extrémistes. Il n'y a pas d'autre solution. Nous allons espérer que la raison va l'emporter. Mais Oui, pour finir en beauté, on aimerait, mais avant, si vous acceptez de répondre à quelques questions de notre bien sûr, public, bien sûr. on va vous amuser, on va vous donner envie de venir au Canada nous rendre visite. On va vous parler de notre parti politique de gauche préféré, qui est le NPD, le Nouveau Parti démocratique. C'était extraordinaire. Donc, eux, ils ont des idées fabuleuses, Nathalie Nick. C'était leur dernier congrès. Tenez-vous bien, j'espère que vous êtes assises. C'est-à-dire qu'ils ont distribué des cartons de couleur aux membres en fonction de leur handicap ou du fait qu'ils étaient victimes. Donc, il y a eu un noir, un non-binaire, handicapé qui a eu 3 cartons. Voilà. Donc, c'était des cartons, c'était comme le fast-pass de Disneyland. Donc, Oui, plus vous aviez de cartons, plus vous arriviez plus vite au micro pour poser une question. Voilà. d'accord. Donc, c'était, On dirait une émission de télé parodique, hein. ah oui, 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 non, mais c'était très drôle, mais ils se rendaient pas compte qu'ils étaient drôles. C'est ça qui était formidable. Mais là, c'était évidemment, il y a eu la chicane. Au Québec, on dit ça, alors on dit, il y a la chicane, c'est des chamailleries. Donc voilà. Donc il y a un noir non binaire qui s'est fâché parce qu'il y a une dame blanche qui a passé avant lui, puis qui dit c'est pas normal, elle peut pas avoir de carton. Puis là,
Et il y a Mais elle dessus. n'était pas unijambiste, c'est pour ça. Ah oui, 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 mais le chroniqueur qui en a parlé, il a dit, imaginez un albino, unijambiste, aveugle, sourd. Et ça lui faisait beaucoup de cas. Donc je vous dis, on a gagné le concours de la gauche la plus stupide. Voilà. Oui, là pour le coup, vous ne pouvez pas nous battre à ce jeu-là. Je crois que je suis sûre que vous n'avez jamais entendu ça. Non, je n'avais jamais entendu, je dois dire. Ouais. Mais nous sommes ravis d'avoir pu vous amuser et merci de votre éclairage et de toutes vos lumières. Ça a été extrêmement... c'est vraiment un ouvrage nécessaire. Je recommande à tous ceux qui tiennent à la raison, qui tiennent au bien commun. Vous parlez du bien commun, vous parlez qu'il y a quelque chose de plus important que toutes nos petites frustrations, que nos petites souffrances, qu'il faut dépasser ça. C'est votre message d'espoir, n'est-ce pas? C'est le bien commun, c'est l'intérêt général, hein, c'est quelque Oui. chose qu'il faut avoir en tête. Je me permets d'ajouter pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui seraient particulièrement inquiets de ce qui se passe à l'université, le petit tract que j'ai publié chez Gallimard intitulé « Ce que le militantisme fait à la recherche ». Hein, qui vous donnera à la fois des exemples et des analyses. Et puis le livre que j'ai publié en 2023 chez Albin Michel qui s'intitule « Le wokisme serait-il un totalitarisme ?» Très éclairant, oui. Voilà. Et puis donc le dernier, Penser contre son camp, où je reprends l'ensemble de mes prises de position depuis 25 ans, en montrant chaque fois comment elles m'ont valu d'être traitée de traître par certains membres de la gauche radicale, alors que j'essaye de montrer en quoi elles correspondent à des valeurs fondamentales pour la gauche. Voilà, merci infiniment. Maintenant, nous allons recevoir les questions du public et merci d'y répondre et d'y consacrer quelques minutes encore. Bien sûr, volontiers.